Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis aujourd'hui bien entouré, encore une fois, avec mes amis Lucien Alflans. Lucien, comment vas-tu ? Salut les gars, ça va et vous ? Ça va bien, merci. Et toi, Manuela, comment vas-tu ? Très bien Olivier, salut les gars. Et il y a aussi Julien qui est là, Julien Rambaud. Bonsoir Julien. Bonsoir tout le monde. Très bien, nous allons ce soir, on fait un petit pas de côté et on traitera de l'actualité très chargée du mois de novembre un peu plus tard dans l'année. Mais on vous revient aujourd'hui avec une transmission spéciale, un focus sur un film russe de Mikhail Kalatozov qui vient de ressortir, qui s'appelle Quand passent les cigognes, qui est sorti en 1957 d'abord et qui est ressorti début octobre dans un combo Blu-ray DVD chez Potemkin et aussi dans quelques salles en France par le distributeur du même nom. La copie qui nous arrive est flambant neuve, elle a été magnifiquement restaurée par la Moche Film elle-même qui fut déjà à la production du film il y a 62 ans. Alors Quand passe les cigognes, c'est un film assez connu, on peut dire qu'il a obtenu toute une flopée de prix internationaux à sa sortie et qu'il a été un immense succès. Il a notamment eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1958 et aussi un prix disparu depuis qui était le prix de la Commission supérieure technique. Et un Oscar du meilleur film étranger. Merci de cette précision, Lucien. Donc Mikhail Konstantinovitch Kalatozov, c'est un réalisateur soviétique. Il est né en 1903 en Géorgie et il est décédé en 1973. Il a commencé le cinéma dès le début des années 20. Il a occupé plein de postes, de laborantin à monteur, opérateur, scénariste, acteur, metteur en scène. C'était aussi un membre du Parti communiste, un haut fonctionnaire du parti. Il a même été diplomate et placé à Los Angeles pendant les années de la guerre de 1941 à 1945. Qui aura une incidence sur son cinéma par la suite. Parce que son premier film important qu'il réalise, c'est un documentaire, un film qui est à la lisière du documentaire et de la fiction, un film de 1930 qui s'appelle Le sel de Svaneti, qui est vraiment dans la pure tradition du cinéma russe de l'époque, donc un cinéma avec beaucoup d'expérimentation au niveau du montage, qui exalte des valeurs soviétiques. On y voit le pouvoir du soviet qui apporte le sel jusqu'à des régions reculées en Géorgie. Et après ça, entre 1939 et 1943, il fera des films qui exaltent des valeurs telles que le courage héroïque des aviateurs ou des géologues, parce qu'il y a une tradition forcément du film d'exploration en Russie. En 1953, Staline meurt, Khrouchtchev arrive au pouvoir et il y a, de manière générale, moins de contrôle sur l'art et notamment sur l'art cinématographique. Et c'est donc dans ce contexte qu'est fait Quand passent les cigognes, un film, ce qu'on appelle un film du dégel. Et il va ici engager des acteurs professionnels, Tatiana Samoylova, Alexei Batalov et Alexandre Chvorin. Et il adapte une pièce de théâtre de Victor Rossov qui s'appelle Éternellement vivant. Le pitch, il est simple. Donc, on est en 1941 à Moscou. Véronica et Boris s'aiment. Ils songent à se marier, mais la guerre éclate et sépare les amants sans qu'ils n'aient pu se dire adieu. Quelques mois plus tard, les parents de Véronica meurent dans un bombardement et elle est obligée de se réfugier dans la famille de Boris. Et c'est là que Marc, le cousin de Boris, le bien-aimé parti au front, lui, il est dispensé de service et il déclare sa flamme à Véronica et ça va poser quelques petits problèmes. Il déclare sa flamme, ne va sans pas très MeToo. Ce film, Quand passent les cigognes, marque la rencontre de Mikhail Kalatozov avec son chef opérateur qui s'appelle Sergei Ouroussevski, avec lequel il tournera ensuite La lettre inachevée puis Soy Kuba. Et Kalatozov finira sa carrière avec une coproduction internationale qui s'appelle La Tente Rouge avec Sean Connery et Claudia Cardinal notamment. Des 4 mousquetaires présents ce soir, il y en avait 2 qui avaient déjà vu le film, mais ce fut une découverte pour Julien et moi-même. Donc Julien, comme je viens de parler énormément, je te prierai de me dire qu'as-tu pensé du film de Mikhail Kalatozov ? En dehors du fait que j'espère qu'on donne de l'intérêt et du plaisir aux auditeurs, c'est que cette émission me permet moi-même d'en découvrir de très beaux films.
Et donc évidemment, ce Quand passent les cigognes était une très belle révélation pour moi. Je trouve qu'il y a vraiment un mélange assez bien dosé de lyrisme. Dès le début avec les cigognes, avec le pont, avec voilà, la profondeur de champ, etc. Toute cette caméra assez inventive dans les escaliers, etc. etc. Et en même temps, quelque chose de très réaliste vis-à-vis de la guerre, etc. Quelque chose de très cru, de très brut. Et donc on a un mélange entre le romantisme de l'histoire, des personnages, de ce qu'ils vivent, et ce qui brise un peu le cinéma de cette époque, si j'ai bien cru comprendre, notamment en Russie, c'est-à-dire une vision dure et âpre de la guerre. Tu dis quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le film ne s'arrête pas à l'exercice du style en parlant de narration forte, etc. Et reste pour moi assez neuf dans son lyrisme et dans la proposition de la psychologie de son personnage féminin qu'il offre. Le film tient en grande partie et grandement sur son personnage féminin, justement, parce que à l'exception d'elle et du rôle peut-être du père, le cousin, on va dire, est caractérisé de manière un petit peu antipathique dès le départ. On charge bien la mule sur lui, mais en revanche, c'est vraiment elle l'électron libre au sein du film. Les autres ne vont rester qu'à l'état de silhouette, que ce soit la sœur, la grand-mère qui disparaît dès l'épisode de la Sibérie. Donc voilà, c'est vraiment ce personnage-là qui vraiment ouvre et termine le film. Par rapport à cette place de l'actrice principale, enfin de ce personnage principal féminin, il y a justement un équilibre, là aussi très réussi, entre tout ce qui a trait du gros plan, du plan rapproché, etc., qui est sur son visage, qui est très fort, et en même temps des plans plus larges, des plans plus aériens, qui saisissent la foule, etc. Enfin, la scène des adieux ratés, notamment, il y a clairement ces mouvements de foule, de plans séquences qui cherchent, et où elle est tout le temps au centre de la proposition scénique, et en même temps, tout en donnant la place à tout ce qui se passe autour, tous les couples qui se disent au revoir, toutes les personnes qui se quittent, etc. Et donc il y a à la fois une place très centrale et à la fois la place est donnée aussi à ceux qui existent autour. Absolument, mais c'est ça qui est intéressant dans la manière, par exemple dans les plans séquences quand il filme ce personnage en gros plan, c'est que en fait toutes ces choses on les voit juxtaposées à ce personnage. Tu as cité des moments des plans de foule qui arrivent sur la fin mais qui sont très rares, les plans larges. Tu as un travelling qui est absolument merveilleux, qui retrace, qui d'abord raconte, est vraiment intéressant narrativement, mais aussi pose tout un propos du film à travers un simple travelling sur toutes les déchirures sentimentales qui vont avoir lieu dues à cette guerre. Mais souvent, c'est l'actrice qui est en avant-plan, ses yeux même, le point est toujours fait sur ses yeux et on voit les décors qui sont gigantesques, on voit ces autres personnes qui en fait vivent un peu le même type d'intimité qu'elle, mais en périphérie de ce personnage. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il choisit de ne s'intéresser que à ce personnage et de ne jamais en fait utiliser le plan séquence souvent utilisé pour faire parler la subjectivité d'un personnage mais juste pour la regarder elle et sans jamais montrer ce qu'elle voit et voir ce qu'il y a autour d'elle. Je pense que la caméra est quand même largement subjective par rapport à ce qu'elle exprime des personnages tout du long. Elle épouse complètement les sentiments des personnages et c'est pour ça qu'elle est autant en mouvement. La séquence où tu vois le passage du temps où elle répond au téléphone et on va élargir le champ et tu vois la ville qui est barricadée en état de siège, etc. Oui, c'est un élément factuel, mais il symbolise complètement ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'elle. Oui, c'est exactement ça que j'essaie de dire. C'est que je me suis mal exprimé. C'est justement de filmer ce personnage tout le temps, elle, et jamais concrètement ce qu'elle pourrait voir, c'est de mettre tout ça juxtaposé à l'intimité de ce personnage. Donc c'est de ne faire en fait qu'un propos de tout ça. Mais oui, en effet, ce n'est que l'intimité de ce personnage. C'est justement là où le film est un vrai mélodrame, c'est-à-dire que tu vas t'arrêter sur un destin individuel tragique, mais qui va être pris dans justement la foule d'événements beaucoup plus énormes qu'on ne maîtrise pas. Et bien sûr, tu peux faire une lecture en parallèle des deux, mais Kalatozov s'inscrit dans l'étude
d'une déchirure d'un couple, mais par rapport au plan de foule ou au plan de le travelling dont on parle au moment de la séparation des amants, il inscrit ça comme, c'est une histoire parmi d'autres. Ça aurait pu être plein d'autres histoires et cette guerre ne fait que des histoires de déchirure et aurait pu en faire plein d'autres. D'autre part, c'est quand même un film où le personnage de la fille est constamment en contresens par rapport à la foule et même en contre-émotion, je dirais, par rapport à la foule. Et ça, c'est un truc qui est très... qui en tout cas fait une rupture dans le cinéma russe de l'époque. C'est-à-dire qu'avant, on exaltait l'héroïsme, et notamment Kalatozov, on exaltait l'héroïsme et la victoire d'un peuple, et surtout pas s'intéresser au malheur que ça peut créer. Ici, alors que dans la scène finale, toute la foule est en liesse de retrouver les héros qui reviennent du front, elle est de nouveau, je dirais, en contre-temps ou en contre-émotion par rapport à ce qui se passe. Ce qui ne l'empêche pas non plus de trouver une certaine forme de délivrance à la fin du film. Oui, à la fin, elle finit quand même par donner des fleurs et par rejoindre la foule. Ce qui est quand même, c'est un peu le moment où ils reconnectent un petit peu. Elle la traverse et puis elle se fond dedans avec un plan plus large. C'est quand même assez. Une fois que les cigognes sont passées, l'oncle vient la rechercher. Ce traitement du mélodrame, il lui vient aussi probablement de son plus ou moins long séjour qu'il a fait aux États-Unis après avoir été dans l'administration du cinéma russe. Et je pense que ces codes de mélodrame-là lui viennent probablement aussi de ce séjour. Quand j'ai vu le film, ça m'a frappé parce que j'ai pensé à certains films de Kazan dans l'exaltation qui est transmise par un jeu volontiers très expressif de temps en temps, et comment les éléments vont exalter les sentiments, quoi. Il y a notamment, c'est une scène aussi très célèbre mais très 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 réussie, qui est la scène où Marc va faire plus que déclarer sa flamme. La scène du viol, on va le dire. Du viol pour l'époque. Voilà, mais tout ce qui précède le moment où il va emporter Véronique dans ses bras, alors dans une position de morte, comme s'il lui faisait passer le pas de la porte après un mariage, mais alors qu'elle est inanimée et elle est en noir. Il y a tout cette exaltation avec le bruit du bombardement, les voiles, le verre brisé, les plans sont quasiment débulés, tu as des contre-plongées extrêmes et tout. C'est les rideaux qui ne cessent de pulser en même temps que l'orage, la musique, les bombes. Et tu as l'impression que tous les plans ne font qu'un. T'avances d'une échelle de plan à une autre sans quasiment le voir. T'as l'impression que c'est une sorte de pulsion de battement de cœur qui fait avancer les plans, quoi. Et moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de très exalté qui m'a rappelé Kazan. Et en fait, du coup j'ai regardé au niveau des dates, mais ça correspondait pas. Il a pas pu voir des trucs comme Baby Doll avant de revenir aux États-Unis. Mais par contre, je sais qu'il aime beaucoup Minelli. J'étais frappé par la notion de, je sais pas si je peux dire de boucle, mais en tout cas de résonance entre, on l'a déjà dit en partie, la scène de retour des soldats qui vient répondre, donc de foule qui vient répondre à la scène d'adieu lorsque elle cherche Boris, qu'elle n'arrive pas à le trouver et qui se rate constamment. Et puis même cette notion de double narration, je m'explique.
On voit on peut spoiler à fond ici, hein, on est d'accord. On On spoil. voit la mort de Boris. On voit la mort de Boris à la guerre. On a cette caméra qui tournoie dans les airs, dans les arbres, etc. Et en même temps, les images du possible mariage de Véronica, etc. Enfin, il y a souvent comme ça deux choses mises sur le même plan, avec tout à la fois une poésie et une cruauté assez terrible. Et alors, pour faire un grand écart total, Et au voile de la pour parler mort. de cette scène-là, pour parler quand même du travail expressionniste de la caméra, pour être un gamin qui a grandi dans les années 80, moi, ce type de séquence-là, ça fait penser au personnage de Bruce Campbell qui est en train de tomber dans Evil Dead avec la caméra qui l'accompagne. Ça pourrait paraître très grotesque, mais c'est parce que ces cinémas viennent du même endroit. Bah, c'est parce que c'est du pur cinéma, quoi. C'est comment raconter et poser un propos, raconter une histoire et poser un propos à travers à travers des constructions de plans et leur enchaînement. C'est du pur cinéma. Je dirais même que non seulement Kalatozov, et là, bon, clairement, le film, c'est une réussite sans doute conjointe de Kalatozov et de Roussevski, donc le chef-op, qui a eu énormément de trouvailles visuelles et pratiques et techniques pour l'époque. Mais non seulement c'est du pur cinéma et le mec est en pleine maîtrise de son art au niveau du montage, au niveau du découpage, au niveau de la lumière, mais aussi du son, quoi, parce qu'il y a tout un travail sur le son. Le moment où Véronica remonte les escaliers pour aller, après le bombardement, pour aller retrouver ses parents. Donc elle ouvre cette porte et là il y a ce plan super saisissant où l'appartement a disparu pour laisser place à un vide sans fond. Et il y a ce truc de l'horloge. Donc par la force de sa volonté, elle arrête le son, elle arrête le bruit de l'horloge et à partir de ce moment-là, elle ne sourira plus, elle ne portera quasiment plus que du noir. Et justement, cette séquence-là répond à une autre séquence d'escalier qu'on a eue précédemment dans le film, parce que beaucoup de choses se jouent constamment. Et ce qui est très beau aussi, c'est dans les toutes premières minutes du film, c'est qu'il te raconte tout dans le premier plan du film. On est déjà, premier plan, même dans le tout premier plan, on est déjà à la fin de quelque chose. On te montre ces deux amants, ils sont déjà au fond de l'écran en train d'avancer. On est déjà dans quelque chose qui est quasiment terminé. Avec un pont, c'est le symbole du lien et de l'union par excellence. On enchaîne à ce moment où ils sont en croisement, ils regardent vers le haut, ils se font éclabousser par le bas, on les reprend avec cette ombre menaçante du bâtiment, et puis on finit sur l'horloge. Et très tôt, tu sais que tu es déjà dans quelque chose qui est vicié, quoi, dès le départ. Avec les cigognes qui passent et qui fendent le plan en deux dès le début. Enfin, il y a tout un. Oui, il y a tout. En fait, c'est parce que c'est pas ce qui nous occupe là maintenant. On n'est pas en train de faire de l'analyse plan par plan, mais on est sur un niveau. On pourrait s'amuser à prendre chaque plan et aller décortiquer pour savoir ce qu'il raconte et parler du pouvoir de synthèse, du pouvoir synthétique de ces plans quant à ce qu'il raconte, tant narrativement que sur le propos du film. C'est fascinant à ce niveau-là. De nouveau, pour continuer sur cette idée de pur cinéma, ou en tout cas de pleine maîtrise technique des éléments constitutifs du cinéma pour raconter une histoire en symbole. C'est un film qui est quasiment majoritairement en courte focale, c'est-à-dire que la courte focale, c'est un objectif qui va donner une très très grande profondeur de champ, aussi très très grande largeur du champ, et qui déforme légèrement les perspectives de ce qui est à l'avant-plan. Donc quelque part, en fait, l'emploi, je trouve, de ces courtes focales, ça donne un aspect plus grand que nature, et en même temps, ça ancre complètement les personnages dans un univers qui est plus grand qu'eux. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps des gens à l'arrière-plan qui font des choses. En fait, cette idée dont on parlait en début d'émission, du fait d'inscrire un destin personnel dans un destin beaucoup plus vaste, elle est totalement retranscrite aussi dans cette utilisation des courtes focales. Et en plus, ça rend le récit plus grand que nature, justement par cet effet un peu déformant de ce qui se passe à l'avant-plan, je trouve. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le travail de Lubavsky aujourd'hui, que ce soit chez Malick, que ce soit chez Cuarón ou chez Inarritu. Ou chez Orson Welles à l'époque. Mais ce qu'il y a, c'est que ce que tu dis est très vrai, mais ça, pour être encore plus concret, c'est que ça rend très souvent les acteurs, le visage des acteurs encore plus grand que la majestuosité des décors qui les entourent. Et en ce sens, je trouve que
Le traitement des décors est intéressant tant il n'est là que pour représenter, souvent pour représenter en fait le déchirement qui va avoir lieu, qui a lieu ou qui a eu lieu. Et c'est ça, je trouve, c'est une très très belle idée aussi. Notamment, moi, ça m'a frappé au moment de la scène de l'hôpital aussi, hein. Donc, il y a une scène, à un moment, donc Véronique est dans l'arrière-pays, en Sibérie, et elle travaille dans un hôpital où elle accueille tous les blessés de guerre. Et il va y avoir le sort d'un soldat qui va la ramener à sa propre condition, à son propre dilemme. Et elle va être, entre guillemets, condamnée par le discours de l'oncle. Et à ce moment-là, tu vas avoir une scène qui va, par contre, complètement te plonger dans les expérimentations type Dziga Vertov. C'est-à-dire que quand elle va partir pour ce qu'on imagine, ce qui sera un suicide, il y a de nouveau un jeu sur les travelling et les avant-plans. Elle court derrière une palissade qui va couper l'écran et lui donner un aspect saccadé. Et le montage va accélérer ce mouvement-là pour finir quasiment dans une abstraction avant l'issue de la scène. À la différence tout de même que Vertov a tendance à entre guillemets surcouper ses plans, où là c'est que ça reste un travelling, ça reste un plan séquence qui non, c'est pas un plan séquence, le plan est extrêmement coupé, il est accéléré, il est modifié dans sa vitesse. Okay. On n'est pas du tout dans un plan, il donne cette illusion parce qu'il est dans l'énergie de cette course, et donc pareillement tu as une tendance peut-être à ne pas voir les coupes, mais non, c'est aussi un plan qui est très secoué pour l'utilisation de caméra à l'épaule, ce qui était quand même assez rare à l'époque, et qui vient de Oruzewski, qui vient de son service militaire. C'est là qu'il aurait appris à porter des caméras à l'épaule, à filmer des choses caméra à l'épaule, et c'est pour, entre autres, les scènes de guerre, enfin les scènes sur le champ de bataille dans Quand passent les cigognes. Il y a quand même dans le film, dans sa dernière séquence et dans sa finalité, une notion d'ouverture et d'optimisme, d'avancer, de s'ouvrir au monde et aux autres. Mais j'ai été frappé aussi par les notions par la cruauté qu'il y a dans le montage et dans les séquences, dans la scène d'adieu encore elle, cette façon qu'on a toujours de penser qu'ils vont se retrouver, par exemple. On a l'impression que c'est filmé en simple champ contre champ, et que parfois on voit le regard de Véronica, on croit que Boris va être au plan suivant ou l'inverse, et en fait le réalisateur frustre cette attente qui n'est jamais comblée. Voilà, dans les petits détails aussi, comme le fait de lancer quelque chose, on a l'impression qu'elle lui lance quelque chose, on ne sait pas vraiment s'il le voit, s'il le ressent. Je ne sais pas si c'est vraiment une question de cruauté ou de frustration, mais plutôt de juste, c'est pas ce qui l'intéresse, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est Véronica, en fin de compte. Moi, je trouve que justement, Quand passent les cigognes, il y a un procédé et une volonté qui est vraiment très proche de Soykuba, que je sais Manu préféré à Quand passent les cigognes. J'aimerais savoir pourquoi. Peut-être parce que je pense que dans l'architecture de Quand passent les cigognes, il y a certains pivots narratifs qui sont ancrés encore de manière très classique et qui me semblent à des moments un petit peu artificiels. Tu as parlé typiquement du moment où le père fait son grand laïus à l'hôpital, et je trouve que c'est quand même une scène extrêmement écrite, très appuyée, alors qu'il sait qu'elle est là, et qu'à un moment ça joue oups, j'ai dit ça, je voulais pas le dire, mais j'ai peut-être mon subconscient qui en parlait, je sais pas quel est le truc, mais en tout cas elle est très appuyée pour l'amener vers sa tentative de suicide, et qu'il y a des charnières en fait classiques que je vois beaucoup plus apparentes, là où Soykuba se déroule plus dans une sorte d'abstraction, à mon sens, qui convient mieux à la forme qu'a choisi de développer Kalatozov et son chef opérateur. C'est pour ça que j'ai une plus grande affection pour Soykuba, aussi peut-être de manière plus intime parce que c'est le premier film de Kalatozov que j'ai découvert, mais je m'y plais plus parce qu'il va carrément dans une abstraction pure. Là où dans Quand passent les cigognes, l'architecture encore classique fait que je finis par voir les jointures, et au final j'admire beaucoup la forme et je suis assez peu ému, ce qui est très paradoxal, alors que c'est un film pourtant beaucoup plus linéaire ou narratif que Soykuba de manière classique, mais la juxtaposition des deux fait que sur l'un j'arrive à avoir de l'émotion et sur l'autre je suis plus en admiration qu'en termes d'émotion. Je trouve qu'il y a quand même quelques fulgurances émotionnelles qui fonctionnent très bien dans Quand passent les cigognes, et je pense notamment à la mort à l'annonce entre guillemets anodine
du soldat qui revient pour annoncer que Boris est mort à la guerre, comment elle est en train de faire la vaisselle, enfin de laver quelque chose, comment elle l'apprend, elle plonge dans un couloir très sombre, très noir, qu'on sent à quel point elle est démunie, etc. Je trouve qu'il y a quand même des scènes comme ça qui fonctionnent bien émotionnellement, ou bien la scène où elle revient chercher son écureuil et qu'on trouve le papier qu'elle n'a jamais pu lire, que non seulement elle lit elle-même, et on a la poursuite de la voix de Boris qui la lit, donc je trouve qu'il y a émotionnellement des fulgurances comme ça qui fonctionnent bien. Moi, comme c'était la première fois que je voyais le film, en effet, j'étais constamment en admiration devant ce que je voyais. Je trouvais aussi le récit extrêmement bien construit, mais en même temps avec sans doute parfois quelques petites lourdeurs, notamment dans le personnage de Marc qui est hyper univoque, et ça m'a un tout petit peu gêné. Et je me demandais tout le temps, mais... Je suis ému, mais pas tant que ça. Quelque part, il y a quelque chose qui cloche, devrait l'être plus. Mais la scène finale du retour des bidasses de la guerre, je trouvais que le retournement justement sur le personnage de Véronica qui va enfin accepter la mort de Boris, alors que moi je suis encore même dans cette même émotion du moment où il est parti à la guerre, que je m'attends toujours à le voir dans le contre-champ. Je veux pas croire qu'il est mort. Quelque part, je suis au diapason des sentiments de Véronica à ce moment-là, et je trouve justement que l'acceptation et la manière dont c'est symbolisé dans le film, ça, je trouve ça vraiment magnifique, et là je suis cueilli à 100%. Mais ça, c'est parce que tu es un grand communiste, parce que c'est la seule scène qui remet le personnage dans une collectivité. C'est ça qui l'a fait oublier son deuil, en fait. En tout cas, quand on aime le cinéma comme nous l'aimons, et quand on aime ce type de cinéma, je trouve qu'il y a une vraie émotion picturale à certains moments, hein. C'est-à-dire on parlait de la scène de l'horloge, la scène de comment il va filmer la mort de ce personnage, cette espèce de dernier rêve, et tout un tas d'autres, le travelling dont on parlait plus tôt. La scène du bombardement, la scène du bombardement et du piano, viol, entre guillemets, du piano. C'est des moments où moi qui me tire les larmes tellement ce que je vois est sublime, quoi, en dehors de l'émotion, disons, plus narrative. Très bien, merci messieurs. Donc le film est ressorti en France. N'hésitez pas s'il passe près de chez vous. Donc Quand passent les cigognes, le film de Mikhail Kalatozov de 1957. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.